Bon, tu me dis quand c'est bon. Ok, du coup, bon, bah là je suis ressorti parce qu'il y a 2 heures d'attente. Il y a un autre procès qui a lieu là. Donc dans 2 heures, on aura le délibéré. Et voilà, donc si jamais il me libère totalement, on va faire des gros communiqués de presse pour expliquer à tout le monde que le port du masque n'est pas obligatoire, il n'est pas puni par la justice. Ok. Et si jamais ils mettent une amende, on va retirer le masque dans le tribunal pour faire bugger la matrice, quoi, pour le... Si ça voilà, peut quoi. t'aider, excuse-moi de te couper, Ouais. si ça peut t'aider, tu sais que Dalfrécy, là, il a carrément dit que ce n'est pas un vaccin, c'est un médicament. Ah ouais, non, mais il y a plein de gens qui disent plein de trucs, mais il Dalfrécy, faudrait être entendu, c'est quoi. Dalfrécy. Là, on va voir si on est entendu, c'est ça le truc. Voilà. Ouais, yes. Non mais enfin, je l'ai appris avant de me coucher. Pardon. Voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on a annoncé samedi, gros concert à la SDAC. Ah, ce soir, on diffuse Ghostbusters à 20h à la SDAC, si ça vous dit. On a un gros cinéma en Dolby 5 points, bim bam boum. Donc voilà, grosse programmation toute la semaine. Vous pouvez retrouver sur la page la SDAC ZDAC04 et sur la page Facebook Le Café des Libertés. Voilà, et maintenant on va regarder le spectacle de Christophe Brunel, chroniqueur de disgrâce. Ok. Les rues de la capitale se remplirent de tout un peuple en rage qui réclamait du pain et le retrait de la maudite réforme des vieux jours, laquelle subissait au fur et à mesure des revendications des différents corps de métier, des exceptions. On exemptait tous ceux qui, par leur colère, pouvaient nuire à la bonne marche du pays. Ceux qui pilotaient des aéroplanes, ceux qui les guidaient depuis le sol, et surtout ceux qui maniaient le bâton. Les autres seraient les dindons de la farce. Notre poudré baratineur, ayant allégué qu'il fallait mettre fin aux régimes spéciaux. Voilà qu'on créait à leur place des régimes spécifiques. Son implacable fermeté l'avait claironné depuis l'Afrique. Il n'y aurait point de trêve pour le gouvernement. Las, la marquise de la Bornée, chambellane au transport, l'entendit d'une toute autre oreille. Et même si les maudits cheminots continuaient vaillamment leur grève sans trêve, elle se fit transporter en aéroplane avec toute sa maisonnée dans le royaume du Maroc, afin de se faire dorer la pilule qu'elle avait couleur endive pendant le reste de l'année. L'affaire fit grand bruit. Une partisane du duc de Vauquillier, élue à la Chambre haute, vint prêter main forte à notre marquise de la Bornée. Elle décréta que beaucoup de riens et de riennes modestes prenaient un aéroplane pour se rendre à leur labeur. On débita ainsi d'esters et d'esters de fadaises et de sottises à en donner le tournis. Le château était devenu le palais des courants d'air. Sa hauteur enneigée, à son retour d'Afrique, n'avait pas osé y revenir. Et il s'était transporté avec la reine consort du trognon, la reine Birguite ravalée de la façade, dans sa chaumière de Brigançon. Les conseillers y froissaient du papier brouillon. Il fallait préparer la traditionnelle allocution du 31 décembre aux riens et aux riennes. Sa cynique médiocrité n'avait nulle envie de s'adresser à un peuple aussi vil, un peuple de gueux, d'alcooliques et de réfractaires, un peuple misérable qui ne méritait pas d'avoir un tel astre à sa tête. La colère était grande parmi le peuple. Les riens et les riennes comprenaient chaque jour davantage à quelle mauvaise sauce ils allaient être cuisinés. Celle de la misère. Les très riches n'en avaient cure. Monsieur Dupietrelski, le nouvel ordonnateur à la réforme des vieux jours, venait de déclarer inutile la clause de la pénibilité du labeur. Vous êtes fatigué? Changez de métier! Claironna
ce zélé serviteur de la caste des seigneurs. Non, il n'y avait point de trêve pour le mépris en start-up Nechon. J'étais tambour du Roy. J'étais car j'ai déserté. Aujourd'hui, mon tambour ne bat plus que pour les chroniques de la marquise Julie d'Aiglemont. En janvier de l'an de disgrâce 20, notre petit bouffon voulut se changer les idées. Mon ami, sortons au théâtre! Avait suggéré la reine consort du trognon, dame Bireguite ravalée de la façade. Ce qui fut fait. Las, l'arrivée de son indésirable suffisance s'était fait remarquer par quelques factieux qui rôdaient dans les rues alentours. La nouvelle fut vite connue. La canaille se rassembla et assiégea le théâtre. On engagea même une intrusion. La maréchaussée arriva sur le champ avec une malle afin de pouvoir faire sortir notre poudreux pétochard. Ce qui fut fait sous les huées. Il était désormais devenu impossible à sa grande déroute de se montrer en public sans que l'on ne transformât l'endroit où il se rendait en forteresse. D'aucuns s'avisèrent que nous n'étions plus en start-up Nechon, mais en bunker Nechon. Ainsi en allait-il de la bonne ville de Dunkerque, où notre petit commis voyageur avait à son programme la visite d'une manufacture de médication, laquelle avait reçu moult argent sonnant et trébuchant pour s'installer dans notre riant et accueillant pays. Depuis la veille, on avait fait se déplacer une armada d'une dizaine de milliers de reîtres noirs, afin d'empêcher les séditieux de se rendre dans les parages. On ferait donner le canon et la mitraille, si besoin s'en faisait sentir. On en fit de même à Versailles, où sa hauteur enneigée se rendit ensuite pour y rencontrer ces grands capitaines d'industrie que la start-up Nechon avait à cœur de choyer afin qu'ils vinssent profiter des deniers publics. De substantielles agapes attendaient tout cet aréopage. On se congratulerait et on traquerait à la tonte des riens et des riennes. Cette fabuleuse journée devait s'achever à Trianon, où sa ruisselante hospitalité donnerait un banquet des plus somptueux. Il y avait de l'argent à foison dès qu'il s'agissait de faire plaisir et de cajoler les très chers amis. Mais à l'extérieur des salons dorés, la fronde ne désarmait point. Les partisans de la marche découvraient l'histoire. Beaucoup d'entre eux avaient toujours cru que celle-ci avait commencé avec l'avènement de leur divin bambin et qu'avant cela, on vivait dans les grottes. Ils découvraient, effarés, que le peuple des riens et des riennes avait une mémoire et que dans cette mémoire figurait en bonne place la grande révolution et ses aspirations. Beaucoup en avaient des prurites du côté du col. Chez d'autres, telle la marquise de Citarte, porte-mensonge de notre bien-aimé gouvernement, on s'amusait aux prophéties. Et on se découvrait, au passage, une ardeur à tout assumer. C'était d'ailleurs le seul verbe de cette zélée courtisane. On assumait ainsi les yeux crevés, les mains arrachées, les crânes fracassés. C'était là bien peu de choses, au regard de la mission que s'était fixée notre inflexible tyranno.
En attendant, les riens et les riennes, c'est-à-dire les sans dents et bientôt sans yeux, continuaient de brandir les pics et les fourches de la colère que leurs ancêtres, les sans-culottes, leur avaient léguées à toute fin utile. À la fin du mois de janvier, le texte sur la réforme des vieux jours fut servilement approuvé, comme il se devait, par la Cour de sa navrante préciosité. Il en alla tout autrement au Conseil d'État. Ces éminents personnages jugèrent avec la plus extrême sévérité ce qui, à leurs yeux, relevait d'un travail bâclé, truffé d'erreurs. Certaines dispositions étaient tout bonnement contraires à la Constitution. Le texte était aussi rempli de trous qu'on remplirait plus tard. En réalité, le dessein était bien de tondre les riens et les riennes avant de les expédier au caveau. Comme les carottages d'opinion, les sondages. Comme les carottages d'opinion étaient invariablement en défaveur de notre irascible pipoteur. On s'essaya encore aux prophéties. Un mystérieux virus était arrivé de la lointaine Chine, véhiculé par des voyageurs qu'on avait pris grand soin de ne point contrôler. Monsieur Desaffres, un gazetier nourri aux croquettes, pétri de révérence pour le régime de son ivresse des profondeurs, prédit qu'on tenait là le remède miracle, la fin de cette stupide contestation et la remise en marche des blouses blanches. À ce nouveau concours, il fut talonné par la marquise de Citarte, si bête de son prénom. J'ai vu que... Donc, il fut talonné par la marquise de Citarte, qui prophétisa une épidémie de crise cardiaque chez les futurs retraités. Pour éviter cela, il fallait travailler jusqu'à la mort. Les médecins de M. Molière se congratulèrent. Cette marquise était des leurs. Monsieur de la Flippe, duc du Havre, premier grand chambellan de notre cynique Bobardeur, songeait à ses arrières. Il déclara qu'il concourait en tant que champion au tournoi des bourgmestres pour y gagner le fauteuil de bourgmestre de sa bonne ville du Havre. Ce monsieur du Havre était atteint d'une sorte de gale ou de pelade. Sa barbe se mitait chaque jour davantage. Et l'on se demandait quand arriverait le jour où l'on verrait à travers lui. C'était là, certes, le signe d'une grande nervosité, mais aussi la façon dont notre démoniaque puérilité exerçait son pouvoir. Il usait jusqu'à la trame tous ceux et toutes celles qui le servaient. La chambellane aux balances, la marquise de la Belle Loupée. Béloupée. Elle est pas là. Ça m'étonnerait qu'elle soit venue jusqu'ici quand même. Donc, la chambellane aux balances, la marquise de la Belle Loupée, s'en mêla une nouvelle fois les pieds dans les lois, ce qui faisait un tantinet désordre, puisqu'elle était en charge de la chancellerie de la justice. Cette zélée courtisane inventa un délit, le délit de blasphème, lequel n'existait plus depuis des lustres, depuis que la République en avait fini avec le goupillon. Une donzelle avait voulu s'affranchir du joug de la religion. Elle avait, en brave âme, critiqué vertement et en termes choisis les oukases qui enfermaient son sexe dans des clichés de notre âge. Des fous, derrière leur écran, la condamnèrent à mort. Madame de Belle ou Belle Loupée estima que critiquer une religion était ni plus ni moins qu'une atteinte à la liberté de conscience.
les pauvres dessinateurs et pamphlétaires qui étaient tombés sous le feu assassin de fous sanguinaires quelques années auparavant, et dont la plume ou le stylo avaient porté haut le fer de la critique contre toutes les religions, se retournèrent dans leur temps. La donzelle dut changer de vide pour essayer de se protéger. La chambellane s'enfonça dans sa médiocrité. Pour distraire son royal époux, la reine consort du trognon lui rappela qu'à Angoulême se tenait un salon, celui des croqueurs et autres crobardeurs. Il était de coutume que le souverain de la vieille République, laquelle avait toujours chéri les satyres, s'y rendit. Les croquis mis à l'honneur dénonçaient les violences que la maréchaussée, toute dévouée à l'ordre jupitérien, commettait avec un zèle inouï. L'un de ces irrévérencieux personnages poussa fort l'irrévérence. Il offrit à notre cynique Jobard une de ses œuvres peintes sur un pourpoint. On prit ensuite la pose ensemble. Les gazetiers se récrièrent. « Monseigneur, vous tenez là un croquis qui dénonce les violences de votre maréchaussée !»« Que de nu !» susurra son Altesse courroucée. « Notre pays a une tradition. J'y rends hommage. Quant à la violence, c'est celle de la société, après c'est tout. » Les riens et les riennes furent médusés de tant de duplicité. Quant aux argousins, ils s'estimèrent bafoués. Était-ce ainsi qu'ils étaient remerciés d'être le dernier rempart contre l'ire populacière? Ce croquis insinue que la maréchaussée blesse les gens, persifla un des membres d'une corporation d'argousins. Les yeux crevés, les mains arrachées, les crânes fracassés, apprécièrent le sel du verbe insinuer. Les députés de la faction de notre impitoyable tyranno s'illustrèrent quant à eux dans l'humanisme. Ils refusèrent que l'on accordât quelques jours de congé de plus à ceux et celles des riens et des riennes qui avaient le malheur de perdre un petit, au motif que cela pénaliserait les firmes et le commerce. Ce serait aux compagnons de labeur des infortunés parents de donner de leur temps de repos afin que ceux-ci puissent pleurer sans trop perdre de leur modeste gage. Ainsi en allait-il en start-up nation. Le vice remplaçait en tout point la vertu. En février de l'an de disgrâce 20, l'affaire du vote contre l'allongement du congé de deuil n'en finissait pas de faire grand bruit. Les députés de la Marche avaient tout simplement voté comme la baronne de l'Athènes en écho, la brouillonne chambellane au labeur, Pénicaud, le leur avait ordonné. Ils avaient obéi en cadence, sans réfléchir. Ils n'étaient pas équipés pour ce faire. Ni s'émouvoir, là non plus, ils n'étaient en mesure d'éprouver quelques sentiments. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils avaient été recrutés. L'affaire remonta jusqu'à son émotive compassion qui ordonna que l'on fît preuve d'humanité. L'inconséquente baronne fut chargée de trouver des solutions. Ce qu'elle s'engagea étourdiment à faire. On ne pouvait cependant défaire ce qui avait été voté. Ce qui adviendrait ne serait encore une fois que subterfuge et faux semblant. La petite duchesse de la Gerbée. Inversez les deux syllabes. Gerbée, berger. La petite duchesse de la Gerbée, qui avait été de celles et ceux qui avaient voté mécaniquement contre cette loi, assuma son vote,
On voyait de la bêtise là où il n'y avait que de la loyauté. Persifla cette zélée courtisane. Zélée et infatigable courtisane. En ce domaine, la petite duchesse de la Gerbée était passée maîtresse. Elle qui avait successivement prêté allégeance au duc de Sablé, Monsieur Duffion, au vieux duc de Bordeaux, Monsieur de la Jupe, ainsi qu'au cliquetant et clinquant roi Nico, dit les casseroles. Elle les avait tous servis. Cette duchesse était l'exemple et la parfaite illustration du régime de notre poudreux humaniste. Plus vous étiez sot et servile, plus vous étiez apte à servir de godillot dans cette mauvaise farce. Du côté de la brouillonne et bredouillante chambellane au labeur, la baronne de la peine en écho, on n'assumait plus vraiment. Les mots prononcés à la chambre basse restaient accablants. La chambellane et ses godillottes, d'obscurs députés, avaient crotté leur tailleur dans la fangue d'un pitoyable argumentaire, d'où il ressortait qu'elles avaient un portefeuille grassement garni en lieu et place du cœur. L'une de ces grandes humanistes s'était même demandé, la main sur son portefeuille, des trémolos dans la voix, pour attendrir le bonnet, si c'était bien de congés dont les parents dans le chagrin avaient besoin. Quant à sa poudreuse hypostase, elle fulminait contre ses partisans. Sire, c'est votre majesté qui a choisi ces godillots afin de mieux marcher. Le concours de la chasse aux gueux consistait à dégainer le trait le plus piquant. C'était là l'occasion de se faire remarquer par sa morgueuse suffisance, laquelle avait donné le là dès les premiers jours de son règne. Monsieur de la Turquoise, dont les gras émoluments se montaient à 7000 écus par mois pour poser son fondement dans le fauteuil de rapporteur à la chambre basse, gagna une joute avec cette petite saillie dont les riens qui curaient les égouts de la capitale goûtèrent tout le fiel. La pénibilité, c'est aussi beaucoup dans la tête. En bas, on comprenait chaque jour davantage pourquoi certaines têtes, précisément, avaient roulé autrefois dans la paille, que l'on étendait alors au pied d'une certaine machine. Madame du trou de balle. Vous avez un rire communicatif en plus. Madame du trou de balle, donc, formait avec son époux un couple des mieux assortis. À eux deux, ils cumulaient tous les vices. Monsieur du trou de balle, né de la bourse molle, rattrapé par ses turpitudes, croupissait dans une geôle, ou tout du moins c'était ce qu'il tentait de faire accroire, afin de faire pleurer les naïfs et les sots. En réalité, il était devenu le cador incontesté des cachots. Il avait réussi à soudoyer ses gardiens et menait une vie de nabab. Madame du trou de balle, quant à elle, assurait l'intérim de son cher époux. Elle avait posé son auguste fondement dans le fauteuil du bourgmestre de leur bonne ville de Levalais. Là, elle régnait en maîtresse sur une armée de domestiques asiates, lesquels lui avaient été légués par le roi Péto, feu Jacques Péto. Les domestiques, au nom imprononçable, les bougres, avaient tous été rebaptisés grains de riz. Ils éventaient madame, lui grattaient les orteils, lui curaient les naseaux qu'elle avait fort grands. Quand on faisait remarquer à cette sainte femme qu'il y avait quelque peu, toutefois, si l'on voulait bien considérer la chose,
une très légère once de condescendance dans ce sobriquet. Elle hennissait qu'on voyait le mal partout. Madame de la Courge, marquise du Mans, Marlène de son prénom, après s'être essayée à la littérature osée, était devenue l'une des plus ferventes courtisanes de notre poudre bambin. Elle était en charge des droits des riennes. Elle parlait beaucoup, mais faisait peu, préférant se faire portraiturer en des poses avantageuses. Elle décida, afin de rester en grâce à la cour, d'entamer une carrière de sainte et martyr. Je serai celle qui se placera entre la balle et le roy, s'il le faut, déclara la béate, donnant ainsi à quelques-uns des idées de régicide. La reine consort du trognon n'entendait point être détrônée. Au concours de la déclaration la plus baisse, elle les supplanta tous et toutes. La concurrence était pourtant rude dans cet aréopage de sots et sottes satisfaites. L'erreur est très humaine, plaida-t-elle. Ce qui veut dire que les députés de la marche sont très humains. La reine composait dans le syllogisme, comme d'autres l'oxymore. Le ridicule, lui, ne s'était jamais aussi bien porté. Le 14e jour du mois de février, le petit duc de Grivois fut victime d'une cabale dont il se disait qu'elle avait été ourdie dans son propre camp. On n'était jamais aussi bien trahi que par les siens. L'affaire tenait en peu de mots et avait été, de façon étrangement prémonitoire, annoncée par le duc lui-même sur les placards qui fleurissaient dans la capitale, prélude au tournoi des bourgmestres. Paris m'habite avait ainsi déclamé notre impétrant, alors même que circulaient sous le manteau des images salaces sur lesquelles nous baisserons un voile pudique. Qu'il nous suffise de dire ici que le petit duc chuta par où on lui reprochait d'avoir péché, illustrant fort bien le vieil adage qui voulait que lorsqu'on montait au cocotier, on eût le cul irréprochable. Ses amis se portèrent diligemment à son secours, exigeant qu'on le canonisât. Monsieur de Grivois devenait à son tour saint et martyr. Le jeudi, Madame la marquise de la Buse, chambellane de la Malportance, refusa de concourir au tournoi des petits bourgmestres. Elle avait piscine. Et accessoirement, une grève de médicastres à gérer et une pandémie par-dessus tout. Le dimanche, Madame la marquise de la Buse, chambellane à la Malportance, annonça qu'elle relevait le gant jeté précipitamment par le fort mari petit-duc de Grivois. Elle concourait donc au tournoi du grand bourgmestre de la capitale. La pandémie n'était plus qu'une modeste épidémie. La grève, une grogne saisonnière. Et la piscine était fermée. Jamais phallus ne fut tant commenté que celui de cet infortuné petit astiqueur de duc de Grivois. Cet impudent organe, que l'on disait aussi fort conséquent, provoqua une série de séismes. En premier lieu, ce furent les larmes de la marquise de la Buse qui coulèrent d'abondance ce matin du 17 février de l'an de disgrâce 20.
date à laquelle cette digne femme quitta sa chancellerie de la santé pour s'en aller enfourcher le destrier du pauvre petit duc. En second lieu, son successeur, médicastre lui aussi, le chevalier Godefroy Bouillant d'à l'envers, le véreux, se vit confier le soin de parachever l'œuvre de la marquise. Deux affaires, et non des moindres, tombaient ainsi dans son escarcelle. La propagation du mystérieux virus chinois et la situation des plus catastrophiques des hôpitaux du pays, laquelle risquait tout bonnement de transformer la première en cataclysme si d'aventure les prédictions de quelques savants s'avéraient exactes. Le gouvernement allait tenter le passage en force de la réforme des vieux jours. Les sages de la vieille République avaient formellement déconseillé ce choix, tant il était risqué pour celui qui s'obstinait à faire la guerre au peuple. Mais on était en start-up nation. Et le 29e jour de février de l'an de disgrâce 20, le grand premier chambellan, la barbe plus mitée que jamais, fit donner le 49-3 contre l'opposition à la Chambre basse, afin d'éradiquer les velléités de ces fâcheux. Il ne pouvait se concevoir aucune opposition, sa jupitérienne médiocrité étant monarque absolu. En mars de l'an de disgrâce 20, la chambellane au commerce, la marquise du panier ruché, se réjouissait. Cette époque était une aubaine pour qui voulait spéculer. Elle encouragea vivement à acheter des titres. Madame la marquise du panier ruché reçut une distinction pour porter haut en ces temps troublés deux valeurs cardinales de la start-up nation, la cupidité et le cynisme. Notre cireux bibelot se terrait dans son palais. Des députés étaient atteints des miasmes pangolins. Plus personne ne pouvait s'approcher de sa pétocharde majesté à moins d'une lieue, le visage couvert. Il n'était jusqu'aux boucles des escarpins de notre catarreux suzerain qui ne fussent désinfectés toutes les heures. Ce fut le moment que choisit la marquise de la Belle Loupée, chambellane aux balances, pour annoncer triomphalement que le virus ne l'avait point atteinte. Cette nouvelle fit bon nombre de déçus. Le 14e jour de mars de l'an de disgrâce 20, vous en rappelez de ce 14e jour de mars de l'an de disgrâce 20, on décréta ce jour-là que toutes les échoppes seraient fermées et les attroupements de plus de 10 quidam prohibés. Mais le tournoi des bourgmestres aurait bien lieu. Oui. Et ce jour resterait dans les annales. Les champions de la faction de sa cynique infatuation furent sévèrement défaits. Madame la marquise de la Buse se classa à la 3e place dans les larmes et le repentir. Le dauphin du vieux duc de Colomb mordit la poussière dans la bonne ville de Lyon. À Massalia, monsieur du Verlan, ce vieux carabin dont la devise « voir grand, agir vite » avait été moqué, après les tribulations du petit duc de Grivois, en « voir gland, agir bite », reçut une déculottée. Il n'y eut que le duc du Havre pour se hisser sur l'estrade pour un second tour de piste. Notre suffisant despote annonça qu'il parlerait à ces mauvais sujets au lendemain soir du tournoi. Les très chers conseillers avaient ciselé chacun des mots qui assureraient le passage à la postérité, l'entrée définitive dans les livres de l'histoire. Dans leur chaumière, les riens et les riennes
plantés derrière leur lucarne magique, écoutaient abasourdis. Nous sommes en guerre! Martelait son ubuesque emphase entre chaque annonce, de telle sorte qu'on ne comprit traître mot aux mesures qui entreraient en vigueur le lendemain. Cette trouvaille d'user de l'anaphore avait été suggérée par l'ancien roi François le Scooter, dit le pédalo. Que sa grande mascarade avait consulté. Il y eut quelques mauvaises envolées lyriques, telles cette « à mesure que les jours suivront les jours », destinée à embrouiller l'entendement des riens et des riennes sur la durée de ce qui les attendait et sur les moyens qui seraient mis en œuvre pour faire face. Jamais le mot confinement ne fut prononcé. Il fallut l'entrée en scène du grand caniche méchant de Sa Majesté, bien connu à Fort-Calquier. Le duc de Gaz-ta-Mère, grand chambellan aux affaires domestiques, pour que les riens et les riennes comprissent enfin qu'ils étaient mis en quarantaine. La maréchaussée se déploierait pour faire régner l'ordre. Le grand caniche méchant aboya férocement. L'objectif n'est pas de sanctionner. Mais s'il le faut, nous le ferons. Nul ne pourrait désormais circuler sans une accascation qu'il faudrait produire soi-même. La marquise de Sittard, qui avait affirmé quelques heures plus tôt que de confinement, il n'en était point question, s'en alla parader sur les lucarnes magiques pour pérorer sur ce qui était désormais interdit. Le 17e jour du mois de mars, de l'an de disgrâce 20, fut donc le jour 1 du grand confinement. Les riens et les riennes se réveillèrent perplexes. Qu'était-ce donc que cette accascation? Dont il fallait se munir dès qu'on mettait un pas hors du logis. Les nurses et les médicastres attendirent tout le jour les masques promis, les alcoolas pour se désinfecter et durent s'équiper de fortune avec des sacs qu'on réservait d'ordinaire aux détritus. Madame de la Buse avait échoué au tournoi des bourgmestres. Cette marquise, que l'on disait fort bien en cours jusqu'à ces événements, fut bannie. Elle courut se confier à une gazette fort sérieuse, à la réputation bien assise, dont le titre disait toute l'ambition, l'Univers.
Elle narra tout ce qu'elle avait sur le cœur. Cette chinoise épidémie, sa propagation, ses craintes, ses alarmes, tout y passa. Ce qu'il en ressortait était implacable. On aurait dû tout arrêter! C'était une mascarade! Quoi donc, madame? Pourquoi donc être allé vous prêter à cette mascarade? S'interrogèrent quelques beaux esprits. Au château, l'ire de notre hérissé potentat fut à son comble. Des émissaires furent dépêchés auprès de la marquise afin qu'elle fît repentance. Ces mots avaient bien trop ressemblé à ce qui pouvait être de la sincérité. Faiblesse bannie en Startup Nation. La marquise fit repentance. Les mots avaient dépassé sa pensée. Girouette. Réclamait-on des masques? Réclamait-on des masques? Réclamait-on des masques pour pouvoir se défendre contre les miasmes et ne pas crever à tenter de soigner les plus malades? La marquise de Sittard avait la réponse. Cela ne servait à rien. On ne faisait que répandre davantage la maladie en manipulant ces masques maladroitement. La grippe pangoline avait ouvert en Startup Nation un nouveau concours, celui de l'ineptie. Madame la marquise de Sittard y participait en outsider. Elle était inégalable. La marquise du panier ruché, chambellane au commerce, tenta sa chance. Mais il y avait trop de rouerie et de cynisme dans cette petite marquise pour qu'elle fût une parfaite allégorie de cette vertu si prisée à la cour de notre médiocre penseur. La brouillonne baronne de la peine en écho remporta la mise. La perruque de travers, la sienne était faite d'un vilain foin que rien ne disciplinait. Elle s'en était allée fustiger une corporation de bâtisseurs, laquelle avait appelé à ce qu'il y eût une trêve dans l'édification de nouveaux bâtiments, afin que les ouvriers ne se contaminassent point les uns les autres. Vous me dites que vous êtes à 3 dans un charroi pour vous rendre sur vos chantiers? Annonna malaisément, comme à son accoutumée, cette brouillonne baronne. Eh bien, faites 3 charrois différents et voilà tout. On rougissait de ne point y avoir pensé avant. Cette bienheureuse épidémie permit aussi que l'on achevât d'écrabouiller ce qui restait de conquis sociaux au rien et au rien. On édicta une loi qui permettrait de rogner sur tout ce qui restait encore à détruire. Les congés, la durée hebdomadaire du labeur, le repos du dimanche. Ceux qui ne crèveraient pas de la grippe pangoline crèveraient à la tâche. Monseigneur le duc de la Blanche-Équerre. Oui, celui qui part à Ibiza. Monseigneur le duc de la Blanche-Équerre, chambellan à l'instruction des riens, concevait maintenant pour ce confinement une véritable adoration. Il ne se passait pas une minute sans qu'il ne s'enquît de ce que pouvaient produire en télélabeur ces fainéants de maîtres des escoles. L'idée lui était venue de tout bonnement vendre les escoles. Les maîtres travailleraient désormais depuis leur chaumière.
On ferait ainsi de substantielles économies. On les paierait à la tâche. Et surtout, ils n'auraient plus jamais de vacances. Cette perspective égayait les nuits de Monseigneur de la Blanche-Équerre. Béni soit la grippe pangoline. La bonne marquise de Sittard fut encore une fois l'objet de médisance. Des placards circulaires, des placards satiriques, qui la montraient affublée d'un masque, tantôt sur l'œil, tantôt sur la tête, légendé par les pénétrants propos qu'elle avait tenus chez Monsieur de la Bourdin, gazetier de la bonne fille de son maître, BFM, bonne fille de son maître. Lequel en était resté quoi? Je ne sais pas comment utiliser un masque. Je pourrais me dire, je suis une chambellane, donc je me mets un masque. Car il est vrai que je suis une importante. Mais je ne sais pas comment faire. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, et après, on a du virus sur les doigts. Nul doute que cette clairvoyance passerait à la postérité. D'aucuns se demandèrent ce qu'il adviendrait si le virus, dont il était maintenant entendu qu'on pouvait s'en tartiner les mains et ensuite se gratter le nez, choisissait la marquise comme cible. Irait-elle donc bravement crachoter ses miasmes à la figure de tout le gouvernement? On osait l'imaginer. Un médicastre de la bonne ville de Massalia avait écouté les fils du ciel, l'empire des fils du ciel, lesquels avaient eu affaire bien avant nous à cette grippe pangoline. Une drogue existait depuis longtemps, qu'on réservait à un autre usage, mais voilà qu'elle avait donné de sidérants effets. Chez ceux et celles à qui on l'administrait, le virus battait en retraite. Sous son autorité, on entama l'expérience à Massalia. Les effets bénéfiques se confirmèrent. Ce médicastre se mit donc en tête de demander au chevalier Godefroy-Bouillon d'Alenvers, chambellan à la malportance, que l'on procédât donc au repérage des malades afin qu'on pût les isoler et les traiter avant qu'ils ne suffocassent. Las, cet audacieux savant de Marseille fut moqué par les savants que sa navrante médiocrité avait réuni... Las, cet audacieux savant de Marseille, fut moqué par les savants que sa navrante médiocrité avait réunis autour d'elle. Ce professeur que certains nommèrent le professeur Chloroquine. Sire, dirent les conseillers, refusez. La drogue dont parle ce confrère est peu coûteuse. Les seigneurs de la finance qui nous appointent si généreusement vont y perdre. Cela ne se peut, votre majesté. Songez au bien que vous ferez à vos très chers amis en leur permettant de vendre à prix d'or d'autres médecines bien plus coûteuses. Les riens et les riennes se confinaient donc. Danser était interdit. Travailler était obligatoire. Et tant pis si vous en mourriez. Vous ne confinerez pas notre rage.
Telle était cependant la petite phrase qui montait chaque soir à l'unisson des balcons, après l'hommage rendu à ceux et celles qui soignaient sans relâche. Elle sonnait comme un avertissement à ceux qui voulaient bien l'entendre. Chacun et chacune à la cour occupait ses journées du grand confinement. On tenait un journal ou on tenait salon. La reine consort du trognon, dame Birreguite ravalée de la façade, convoqua une gazette spécialisée en futilités et autres niaiseries, dont on avait gavé le cerveau des riennes depuis des lustres, afin de s'épancher. La reine vit ce retranchement avec difficulté, narra la gazetière. On apprit ainsi que la reine consort ne sortait plus et que ce confinement sous les ors du palais, dans ses innombrables salons, dans les cossus et vastes appartements, affectait fort dame Birreguite. Le confinement dans les chaumières était quant à lui une folle partie de plaisir. Les riens violents frappaient comme plâtre qui sur leur moitié ou sur leur bambin, quand ça n'était pas sur l'ensemble de la famille. Ainsi en allait-il de cette grande barbarie qu'était le confinement, selon que vous aviez réussi ou que vous n'étiez rien du tout. Ainsi en allait-il en Startup Nation, ce pays dont le Roy était un enfant capricieux, un trousse-paix qui s'amusait à la guerre. En avril, dame Birreguite ravalée de la façade avait enfin trouvé à tromper son ennui dans ce retranchement forcé. Elle avait appris qu'une prétendue comédienne, mademoiselle Bécassina Alloquois, en réalité qu'une écervelée qui s'était fait connaître sur une lucarne magique par ses répliques d'une finesse et d'un esprit sans nom, ainsi qu'une anatomie des plus naturelles, avait fait don à l'hôpital d'une poignée d'écus qu'elle venait de gagner à la loterie. Que la donzelle eût de la générosité, cela était fort louable. Qu'elle le fit savoir, en arguant de sa notoriété, l'était bien moins. Mais ce fut pourtant la raison de la distinction dont la gratifia la souveraine. Mademoiselle Bécassina, flattée que cette reine, pour laquelle elle concevait une admiration sans borne, la félicita, se rengorgea, le fit savoir, et les fous de s'esbobirent. On était en Startup Nation. La sottise et la vanité se voyaient récompensées, et le dévouement vous menait au cimetière. La marquise de Sittard ne se tenait plus de joie. Son confinement n'avait été que de pure forme. Son éthérée altitude lui avait confié une mission qui seyait à ravir à ses multiples talents. Elle œuvrait désormais au sein d'une brigade, laquelle avait pour mission de traquer les fake news et d'organiser ce que Madame de Sittard appelait la bonne information. Dans le royaume de Grande-Bretagne, alors que son premier chambellan avait dû être emporté à l'hôpital pour y être soigné de la grippe pangoline, la vieille Queen Elizabeth, drapée dans une robe vert printemps et emperlée comme une chasse, s'adressa à son peuple. Elle gratifia ses sujets d'une tendre allocution. Cette souveraine, qui avait connu enfant la guerre, la vraie, et le terrible Blitz de Londres, n'employa nulle rhétorique guerrière, contrairement à notre Martial freluqué. Elle eut simplement ces mots. « Les beaux jours vont revenir.
À nouveau, nous serons avec notre famille et nos amis qui firent se sentir aux riens et aux riennes, pour la première fois de leur vie, l'envie d'être des Angliches. Avec la grippe pangoline, tout pouvait arriver. On était à Pâques. Les couloirs du château retentissaient d'éclats de voix. Son incommensurable bouffonnerie répétait, sous la houlette de Dame Bireguite, le fabuleux et historique discours qu'il assènerait aux riens et aux riennes le soir du dimanche. Non, le soir du lundi, pardon, de Pâques. On avait songé un instant à éditer un décret qui obligerait ce peuple rétif à se prosterner devant leur On est à petit Digne-les-Bains pour le magique. tribunal de Merlin pour la devant réponse. les difficultés que cela faisait poindre, on dut y renoncer. Le monde était suspendu en attendant la révélation divine. Des lèvres royales sortirait la vérité, le remède, la guérison des écrouelles, le retour de la prospérité et de l'être aimé. Deux éminentes duchesses, parangons de l'obséquiosité, de la brosse à reluire et de la lèche-cuterie. Madame de l'aile-griffe, Ruth de son prénom, et Madame du chien-dent, Apollie de son prénom. Gazetières toutes les deux de la bonne fille de son maître, BFL, se prosterneraient devant notre divin biquet, lui tiendraient le cachoir et l'encenserie. Ainsi donc, les miasmes de la grippe pangoline avaient été priés de quitter la Startup Nation le 11 du mois de mai. Par décret royal, notre poudre démiurge leur avait signifié leur congé. D'ici à cette date, ils pouvaient continuer leur œuvre, dont on espérait en secret qu'elle atteindrait le plus grand nombre de riens et de riennes, lesquels étaient cependant priés de rester confinés. Partout, les files de pauvres s'allongeaient. Dans les quartiers les plus miséreux, la famine guettait. La cour observait tout cela avec morgue et dégoût. Ces gueux n'avaient point suivi le noble et valeureux conseil de sa munificente Altesse. Pour trouver du labeur, traversez la rue. Celle-là, elle est en gros, même. C'était un monument, quand même. Pour trouver du labeur, traverser la rue. Ah, on a eu des petits bijoux, hein, quand même, au cours de cette année-là. Des pépites, exactement. En mai de l'an de disgrâce 20, alors que le miracle du saint ruissellement était en passe de s'accomplir pour aller remplir les cassettes des grands épiciers, lesquels allaient pouvoir vendre jusqu'à 95 sous un masque qui n'en coûtait que 7 3 mois plus tôt, la reine œuvrait à mettre en vente le mobilier dont on n'avait plus l'usage. Dame Bireguite, ravalée de la façade, qui se piquait de modernisme et se voulait toujours à la pointe de ce qui se faisait de plus clinquant et tapageur, avait fait procéder, dès son arrivée au château, à de fort coûteuses rénovations et changements de meubles. Tout cela, bien entendu, aux frais des riens et des riennes. Le 11e jour du mois de mai de l'an de disgrâce 20, ce fut donc enfin la délivrance tant attendue. Les charrettes en commun furent prises d'assaut par toute une populace de laborieux, l'œil morne et le corps lourd. On s'entassa les uns sur les autres. Il n'y eut que les inconséquents dévots du Roy pour s'ébaubir et répéter que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pour cause, ils n'avaient jamais mis les pieds dans un de ces chariots de fer bondés, cahotant et malodorants. Le laisser-passer n'était plus obligatoire, mais il allait le redevenir dans la grande province de Lutèce pour tous ceux et toutes celles qui devaient se déplacer dans les charrettes en commun. C'est-à-dire tout le monde ou presque. Monseigneur le duc de la Blanche-Équerre fut pour le navire de la Startup Nation
tanguant sur la mer démontée de ce grand déconfinement, une figure de proue des plus hardis. Il est plus dangereux de rester chez soi que de se rendre dans les escoles, martela ce fier matamor, suscitant parmi les riens et les riennes une vague de consternation quand ce ne fut pas une grande colère. Pourquoi donc avait-on fermé les écoles depuis le 13 du mois de mars? Les rumeurs allaient bon train. Monseigneur le duc du Havre faisait ses malles. On ne le voyait plus à la cour. Les mythes de sa barbe étaient fort ennuyés. Trouverait-elle à s'employer auprès du nouveau premier grand chambellan? Va faire ton job ailleurs, me casse pas les couilles. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est parti. En juin de l'an de disgrâce 20, on ne savait trop ce qu'il advenait des miasmes, mais en ce qui concernait les mythes, nul doute qu'elles avaient gagné la partie. C'étaient des mythes blanchisseuses, d'habiles lavandières qui faisaient bouillir chaque poil de la barbe gauche du grand chambellan, laquelle devenait au sortir de leurs bons soins neigeuse et éclatante, tandis que les poils de la barbe droite restaient désespérément bruns et sombres. Le contraste était des plus saisissants. D'aucuns, dans l'adversité et les soucis, se faisaient des cheveux. Monsieur du Havre, lui, se faisait des poils. Ce fut à cet inestimable serviteur à demi blanchi sous le harnois qu'échut le grand honneur d'annoncer la grande nouvelle. La chambre basse ainsi que la chambre haute avaient toutes deux donné leur accord pour que l'on utilisât un pernicieux système de clochettes que chacun pourrait accrocher à sa petite lucarne magique de poche, afin que fussent immédiatement repérés les infortunés sur qui les miasmes auraient sauté. L'ère de la grande surveillance était arrivée. Gracchus Mélenchonus, tribun érudit, chef des insoumis, s'en était ému, et il avait fait trembler les ors de la chambre basse avec ses belles paroles qui firent frémir d'aise monsieur Hugo depuis son repos éternel. Je fais partie de ceux qui ne veulent pas qu'on sache près de qui j'étais à moins d'1 mètre pendant plus d'1 quart d'heure. C'est le temps d'un baiser. Ça ne vous regarde pas. Pendant que le tribun tentait de faire fonctionner quelques rouages de la cervelle absente des dévots du roi, ceux-ci s'agitaient frénétiquement sur leurs bancs. Tout ceci les dépassait. La littérature, la poésie et la philosophie, ces disciplines honnies qui ne rapportaient aucun écu, leur provoquaient des prurites. Et il se formait dans le trou où dut se trouver la dite cervelle une sorte d'ébullition fort malodorante. Ils en devenaient intenables. Madame la marquise de la Courge, Marlène, déclara fort modestement qu'elle ne briguerait point la charge de premier grand chambellan. Elle n'avait pas de barbe. Mais elle était tout à fait disposée à se transporter avec armes et bagages à l'hôtel d'Orsay. À moins que celui de la place Beauvau ne fût plus spacieux pour sa garde-robe. Le Conseil de la Vieille République avait rétabli l'autorisation des manifestations. Dans toutes les villes du pays, les nurses, les médecins, les gardes-malades, les carabins, toutes les blouses bleues, blanches et vertes défilèrent donc en bataillon pour réclamer des écus pour ne point mourir au labeur. À Marseille, la maréchaussée regarda benoîtement s'ébranler un cortège braillard et coloré.
À Nîmes, on assista à une scène qui mit dans une folle rage notre Jupiter. Les argousins déposèrent leurs képis, les soignants en firent de même avec leurs blouses, et tous s'applaudirent mutuellement. À Paris, on fit donner la charge sur les dangereux séditieux. Cela même que le roi avait pour projet de faire défiler un mois plus tard et de décorer en grande pompe sur les Champs-Élysées. Une nurse qui avait failli mourir au front en combattant les miasmes méphitiques, se trouvant avec d'autres nassés et gazés par la maréchaussée royale, vit rouge et lança en direction des reîtres noirs quelques pierres. Mal lui en prit. Elle fut poursuivie, matraquée violemment jusqu'à lui ouvrir le crâne, puis tirée par les cheveux par un roussin qui lui susurra fort courtoisement « Tu vas la prendre, ta médaille ?» ponctuant cette charmante invite d'une grossièreté à l'encontre de la gente féminine. On félicita l'argousin et on enjôla la dangereuse séditieuse. Eût-elle perdu la vie pendant l'épidémie en combattant les miasmes comme ses pairs, bravement, sans masque, sans protection, dans l'urgence et dans l'épuisement, que sa splendide tartufferie l'eût encensée et décorée à titre posthume au cours d'un grand raout où se fut pressé le gratin de la start-up Nation. Enjôlée à la Bastille, la jugerait-on en place publique? Elle subissait déjà l'indignité et les flétrissures. Madame Merlin est officiellement relaxée. Relaxé. C'est pas magique ça. Relaxée. Relaxée. One, two, three. Les accusations ont été rendues caduques et nulles, donc ça veut dire que c'est le début de la fin de cette mascarade. On a gagné. Bravo! Oui, à l'attention de tous les liveurs, de ceux qui suivent, cette affaire fait jurisprudence, donc si vous êtes emmerdé pour non-port du masque, rassemblement illégaux et tout ça, c'est non-lieu. Donc relayez ça partout en France. Ouais, je voulais remercier Madame la juge qui a rendu justice. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre jusqu'au tribunal. Quand on a des convictions, voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout.
Bravo. 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 Allez les riens et les riettes, c'est pas la pause. On a gagné. Maintenant, on va s'occuper de tous ceux qui ont exécuté des ordres illégaux. Il va falloir y aller. Les politiciens corrompus. J'ai des frissons sur tout le corps. Tout le corps, j'ai des frissons. 32 à 0. Grand jour, grand jour. On a tous les rios. Et là, franchement, c'était un sacré morceau. Un sacré morceau. Bon, mais voilà. Donc ce soir, rendez-vous tous à l'Asdac. Je pense qu'on va faire une grosse teuf. On vous embrasse de Guigné-les-Bains et puis voilà, liberté pour tous.